S'il faut comprendre, ici, on est dans le même cas de figure, on l'a rappelé tout à l'heure. Nous avons déjà vécu cela avec cette vente de terre, mais qui n'a jamais été en fait annulée. Ils ont juste changé de Bon, stratégie. Parce que là, ce bien qu'on est sûr. en train de comprendre, le Rwanda a acheté la zone Maluku, et ça avait été déjà dit pendant que nous parlions évidemment de cette affaire des terres. Maluku avait été vendu à 100 milliards, et alors que le Congo-Brazzaville a dépensé 500 milliards pour réaliser Maluku. Ils ont vendu à 100 milliards. Et là, on nous dit c'est le gouvernement qui est allé installer les infrastructures électriques et on comprend bien que finalement c'est Massafield Venture qui a installé, qui a investi, qui certainement a financé parce que si ce n'est pas le cas, alors pourquoi est-ce que Yvonne Mobiligui va revendiquer l'installation, les installations électriques et puis les infrastructures routières et les infrastructures d'adduction d'eau. C'est ce qu'elle dit, si vous l'avez bien suivi. Oui, oui, bien sûr. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est le fait que cette zone ait été vendue au Rwanda. Or, nous savons qu'il y a un principe international, hein, connu de tout le monde. Les zones frontalières ne se vendent jamais aux étrangers. Et c'est Oui, interdit. Et ça a été même, je crois, rapporté dans une des lois congolaises où les zones frontalières ne peuvent pas être vendues aux étrangers. Or là, Maluku, c'est à quelques mètres de la RDC. Mais il y a un autre élément aussi que c'est un petit détail certainement que tout le monde connaît. La plupart des travailleurs de Massafield Venture, généralement, ce sont des soldats rwandais, déguisés en civil aux travailleurs, partout en Afrique. Il y a des documentaires qui existent là-dessus, vous pouvez aller fouiller, vous verrez. Donc ça veut dire quoi? Quand Denis Sassou Nguesso, dans son dernier message, je ne sais pas si vous l'avez suivi, qui n'a duré que en moins de 10 minutes, bien curieusement, il a insisté sur deux aspects, et parmi les aspects qu'il a relevés d'ailleurs, les aspects qu'il a relevés, un aspect apporté, et là il a mis un accent sur l'ouverture des frontières aux Africains d'ici début 2027, donc début année 2027. D'ailleurs, il instruit le gouvernement congolais de mettre les bouchées doubles, voilà, de travailler là-dessus, de s'y mettre pour que, à partir du 1er janvier 2027, que cela soit effectif. Oui, on peut faire le lien en fait. La zone bien Maluku sûr. vendue aux Rwandais. Les Rwandais sont en train de s'installer. Ce sont les Rwandais qui investissent là-bas. Et bon, voilà, à partir de 2027, les Rwandais vont se déferler donc au Congo-Brazzaville pour, dans un premier temps, s'installer à Maluku. Certainement après, ils vont, voilà, se repartir dans tout le pays. Alors, en ce qui concerne l'aspect frontière, vous savez, euh, pour parler de la souveraineté d'un État, il faut déjà déterminer les limites de chaque État. Parce que ma souveraineté s'exerce à Maluku, mais ma souveraineté ne s'exerce pas de l'autre côté du fleuve. Ma souveraineté s'exerce à Kimongo, mais si je fais quelque part, je suis au Cabinda, ce n'est plus ma souveraineté. En fait, c'est même une question de droit. Donc, la question de la souveraineté nationale, ce n'est pas juste un jeu. Or, quand vous cédez une partie de votre terre comme une zone comme Maluku, vous perdez la souveraineté sur cette zone-là, sauf si le ministre Michel Nzombo, ministre de l'industrie, du développement des zones économiques spéciales, du tralala, comme on le dit, nous publie, et il faut qu'il rende public tous ces documents-là pour lever les inquiétudes des populations. On Quel ne joue pas. document? La liste des travailleurs rwandais qui seront là-bas? Tout ce qui concerne la zone de Maluku doit être rendu public. Bonjour Didier Mouini-Volo. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et merci pour l'invitation. Je vous en prie, spécialiste des relations internationales, porte-parole du CRC. Merci de nous rejoindre donc sur R7 pour analyser un certain nombre d'activités liées évidemment à l'actualité festive
de la République du Congo qui vient de célébrer le 66e anniversaire de son indépendance, notamment l'installation des infrastructures électriques et des transformateurs à Maluku très chaud. Nous aborderons également la célébration de la fête du 15 août avec ses aspects secondaires, notamment la réception des Congolais de France par Denis Sassou Nguesso, la foire agricole présentée comme une avancée majeure pour l'économie congolaise afin de comprendre son impact dans un pays qui continue d'importer pour plus de 700 milliards de francs CFA par an des produits alimentaires. Si le temps nous le permet, nous pourrions enfin analyser les affirmations du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Jean Olesongo Ndai, sur l'existence, puisque c'est lui-même qui l'a dit, l'existence des réseaux mafieux impliqués dans les demandes de passeport ainsi que dans la falsification et la vente des actes d'état civil congolais. Vous avez certainement suivi la célébration de la fête de l'indépendance du Congo le 15 août 2026. Je vais commencer par là. Quelle analyse en faites-vous de manière générale, j'allais dire, notamment le contexte dans lequel s'est déroulée cette célébration? Alors, pour moi, il faut distinguer le cérémonial que Sassou adore. Vous savez, Denis Sassou Nguesso est toujours dans le matu-vu, hein, mettre plein les yeux, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il aime. Et d'ailleurs, les Congolais se souviennent que le comité militaire du parti, ils étaient 11 membres, si je ne me trompe pas, et les 11 étaient des militaires. Prenez les photos du comité militaire du parti, vous verrez qu'il y a un militaire qui est particulier par sa tenue, par la façon de mettre son colt, de mettre son béret, de se tenir, qui était différent de tous les autres, et c'est Denis Sassou Nguesso. Donc, comment on appelle ça? Le paraître, ça a toujours été un élément déterminant dans le comportement de Sassou. Ce qui fait que les défilés, Sassou a toujours adoré les défilés. Sassou 1, et pire encore sous Sassou 2, les cérémonies officielles, le cérémonial, il adore ça. Il adore se mettre en scène. Sassou aime les mises en scène. Et c'était un pouvoir mis en scène. Autour de Sassou, l'élément principal du pouvoir, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas la réalisation des projets, mais leur mise en scène. C'est-à-dire que la manière dont je vais en mettre plein les yeux. Voilà, c'est ça. Et donc, une fois de plus, on le voit avec le 66e anniversaire de l'indépendance du Congo. Ce qui intéressait Sassou, c'est le défilé, c'est voilà. Et puis surtout, il a pu capter quelques Congolais de la diaspora. Ah, voilà. C'est un beau spectacle, ça, de montrer aux Congolais, peut-être à la face de qui, je ne sais pas, mais c'est surtout à la face des Congolais. Mais moi, ça me renvoie surtout un sentiment de tristesse parce que la République du Congo ne vit qu'à travers des événements. La République du Congo n'est pas un pays où on vous montre la qualité du travail qui est fait. Quand bien même qu'on vous montre les hôpitaux, on vous montre les murs, on ne vous montre pas les plateaux techniques, on ne vous montre pas des grands médecins, alors que le Congo regorge de grands médecins. Quand on vous parle du chemin de fer, on vous montre une image figée qui ne dit pas grand-chose, mais on ne vous montre pas les retombées du chemin de fer, le nombre d'emplois créés. Donc, on est dans une politique spectacle. Voilà, on est dans une politique spectacle. Et donc, ce qui est important, c'est surtout le paraître, montrer que tout est beau, tout est joyeux, alors que dans le même temps, nous sommes quand même dans un pays où les gens sont vraiment tristes et très, très, très tristes, où il y a une pauvreté qu'on n'a jamais vue, où il y a des grèves qu'on n'a jamais vues au Congo, où il y a des retards de salaire indescriptibles, et dans le même temps, la famille ou les familles au pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de familles, les familles au pouvoir montrent au quotidien leur jouissance, l'utilisation exacerbée des finances publiques pour une jouissance personnelle, familiale. On a l'affaire, ce n'est pas l'objet de l'émission, mais l'affaire Saranguesso et autres. Et puis, in fine,
on découvre des situations où le Congo célèbre son indépendance, donc sa souveraineté nationale, dans un contexte où l'actualité montre que le Congo a été livré aux étrangers. Le pétrole congolais est géré par les étrangers. La dernière fois que je suis passé sur votre chaîne, nous avons longuement parlé de Françoise Joly, qui traite les problèmes du pétrole, des minéraux et des armes au Congo. Ça fait plusieurs fois que je dénonce que la CORAF est infestée d'étrangers. Le directeur de la CORAF, sauf s'ils ont changé depuis, est un Ivoirien. On trouve beaucoup d'étrangers à gauche, à droite, dans les différents secteurs de la vie économique de notre pays. Le désastre de la Sangha avec les sociétés chinoises et autres qui détruisent l'environnement, qui détruisent la forêt. Comment vous pouvez fêter la souveraineté nationale alors que le peuple congolais n'est pas souverain chez lui? Les Libanais font la loi, les Ouest-Africains font la loi, les Chinois font la loi au Congo, et on vous fait croire que nous sommes indépendants. Sur le papier, oui. Sur la forme juridique, oui. Mais la réalité de la vie au Congo, ce n'est pas possible. Puisque le préfet de la Sangha, si vous êtes un pays indépendant, si vous êtes un pays souverain, comment le préfet de la Sangha peut-il expliquer son incapacité d'arrêter la société chinoise qui est en train de détruire la Sangha, l'environnement? Comment? Les preuves sont là. Moi, je découvre, quelqu'un qui a mis ça sur WhatsApp, où le préfet dit, oulala, qu'est-ce que c'est ça? Il faut peut-être faire une médiation. On ne fait pas la médiation avec des criminels. Ce que fait cette société, c'est un crime au regard de la législation congolaise et internationale sur la protection de l'environnement. Alors, pourquoi il ne le fait pas? Puisque vous parlez du préfet de la Sangha, il y a aussi l'exploitation sauvage de l'or de la Sangha par c'est la représentante, il faut le dire comme ça, de Paul Kagame, Yvonne Mobiligi. Tout à l'heure, on va encore y revenir pour comprendre finalement comment le Rwanda est en train d'infiltrer le Congo, pour ne pas dire Sassou Nguesso est en train de déjà livrer finalement le Congo entre les mains du Rwanda. Alors, Didier Mais Mouni-Volo, avant ça bien... suppose que ceux Oui, qui sont allés fêter le 66e anniversaire de l'indépendance du Congo, de la souveraineté, de l'accès au Congo à la souveraineté nationale, il faut qu'ils expliquent, ils sont en train de fêter quoi, en fait? bah, ils vont peut-être répondre. On attendra bien sûr sur le fil des commentaires. Alors, bien donc, avant la célébration du 15 août 2026, donc la fête elle-même, le défilé, Denis Sassou Nguesso s'est adonné disons, à des activités, on va dire que c'est encore là la propagande, hein. Et parmi ces activités figurait en bonne place l'installation des infrastructures électriques et des transformateurs à Malou-Coutresso, à 60 km de Brazzaville. Des installations électriques qui, selon les reportages que j'ai suivis, réalisés par les médias congolais, ont coûté plus de 16 milliards de francs CFA. 16 milliards de francs CFA pour les installations électriques en moyenne tension. Et là, la précision dans ce reportage que je vais d'ailleurs proposer à nos téléspectateurs tout à l'heure, on parle d'un financement par fonds propres du gouvernement congolais. Suivez. C'est un geste de haute portée qui a été posé par le président de la République lui-même et sonne l'épilogue d'un long rêve devenu réalité le mardi 11 août 2026 avec la mise en service de la ligne électrique de Maluku. À cette occasion, 4 allocutions ont été prononcées, toutes saluant l'avènement d'un nouveau tournant dans l'opérationnalisation du parc industriel de Maluku et l'amélioration des conditions de vie des populations. Construit sur un terrain de 16 hectares, clôturé et sécurisé par l'entreprise SMEC au coût de 16 milliards 572 millions 149 908 francs CFA, financé sur fonds propres de l'État. Voilà, Didier Mouni-Volo. Dans le même temps, il y a un deuxième reportage que je vais aussi proposer avant de vous faire réagir. Et dans ce reportage, on voit bien la société Massfield Ventures
donc la filiale internationale du fonds rwandais Crystal Venture, c'est en fait la propriété de Paul Kagame. Et à la tête de cette filiale, c'est Madame Yvonne Moubiligui, dont je parlais tout à l'heure. Et on va suivre ce reportage et faites un peu attention, on va découvrir quelque chose. Et c'est sur ça que je vais vous interroger. La première phase des travaux d'infrastructure initiés dans la zone économique de Maluku, arrivée à son terme, la délégation de la société Missile Venture est venue rencontrer le ministre en charge des zones économiques spéciales pour discuter sur les réalisations faites. Nous avons fait des routes internes dans la zone économique. Nous avons également fait des installations électriques ainsi que tout ce qui est installation d'eau et bien sûr les utilités qui doivent se trouver dans la zone économique. Et c'est dont les installations dont j'étais en train de parler et les travaux d'infrastructure qui sont à ce jour achevés pour la première phase qui doit être opérationnalisée dans la zone économique de Maluku. Reçus en audience ce 10 août 2026 à Brazzaville, les deux parties ont échangé sur l'avenir et les accords qui se feront dans cette zone. D'ici la fin du mois d'août, pouvoir signer avec des opérateurs qui vont venir s'installer dans la zone économique, mais également parler de l'avenir de cette zone et bien sûr de ce que nous voulons en faire selon la vision que le gouvernement du Congo a. Michel Njombo a souligné que cette rencontre s'inscrit en prélude de la descente du président de la République, Denis Sassou Nguesso, à Maluku, dans le cadre de l'électrification de cette zone. Le chef de l'État veut demain inaugurer l'électrification de la zone de Maluku et envoyer un signal clair afin que le secteur privé, les investisseurs puissent venir s'établir nombreux dans la zone économique spéciale de Maluku qui est concédée à Missile Ventures, qui est un partenaire rwandais, qui est la filiale au Congo de Crystal Ventures. Le ministre en charge des zones économiques spéciales se dit satisfait sur la qualité des points abordés. Il fallait que je m'assure que la vision est alignée sur nos objectifs de développement de la zone. Je sors rasséréné, rassuré par les échanges que nous avons eus. Nous avons engagé un certain nombre de réflexions pour diversifier encore plus les usines qui sont à Maluku. Bon, ma question, c'est de savoir finalement qui a financé ces travaux. Puisque tout le monde parle de Maluku, les deux parties parlent de Maluku, bien entendu, donc les zones spéciales. Maluku. Du côté de Missile Venture, on dit nous avons réalisé des infrastructures électriques. Du côté du gouvernement congolais, on dit on a réalisé des infrastructures électriques à hauteur de 16 milliards. Que comprendre par là? Alors, que comprendre par là? Eh bien, c'est le flou artistique. Je m'explique par rapport à votre question. Évidemment, il s'agit là de faire attention au jeu de langage, aux expressions qu'on utilise, aux verbes qu'on utilise et à l'orientation qu'on veut en donner. Dans le document que vous proposez aux téléspectateurs de R7, évidemment, on entend que le Congo a dépensé plus de 16 milliards et demi de francs CFA pour réaliser ces travaux-là. Donc, cela suppose que c'est le Congo qui a financé, c'est le peuple congolais. Voilà. Généralement, je fais maintenant attention quand je parle, M. Perrin, vous comprendrez pourquoi. Parce que quand on dit le gouvernement congolais, certains au Congo pensent que le gouvernement sort l'argent de sa poche. Les richesses du Congo appartiennent au peuple, à la nation. La nation, c'est le peuple. Une nation est définie d'abord par un territoire, un peuple. Et un peuple qui jouit de la souveraineté sur son territoire, un peuple qui se dote d'un gouvernement pour gérer les richesses du territoire au profit de la collectivité. Donc, je veux m'efforcer, peut-être que je vais oublier, mais je vais m'efforcer à dire le peuple et non le gouvernement. Parce que ce n'est pas l'argent de Sassou. Hein. Les gens peuvent applaudir Sassou en disant « Ah, c'est un bon président ». Non, non. Oui, le président est bon quand il utilise les richesses nationales dans l'intérêt collectif. Donc, pour reprendre le fil de ma pensée, on nous dit 16 milliards, plus de 572 millions, c'est l'argent public. Donc, quand on entend comment les différents directeurs des grands travaux et autres parlaient, donc c'est le fonds propre du Congo. Mais lorsqu'on écoute Madame Yvonne
Mobiligi, qui est la directrice de Masterfield Venture. Masterfield Ventures, qui est une filiale congolaise de, comment on appelle, de l'international fonds rwandais Crystal Venture. Qui est la filiale congolaise de Crystal Ventures. On comprend que, parce qu'elle le dit, hein, ils ont réalisé les routes internes. Oui. Donc, il n'y a pas de route à Brazzaville. Hein? Il n'y a pas de route à Brazzaville. Brazzaville, tous les arrondissements de Brazzaville, la circulation, c'est chaotique. Mais on a réalisé les routes internes à Maluku. Alors, route interne, donc, dans le site de la zone économique spéciale de Maluku. Ils ont réalisé les installations électriques, c'est ce qu'elle dit. Donc, on va avoir, je ne sais pas si ça sera ça, mais de ce que j'entends, on va avoir de façon continue la consommation, la production, le transport, la livraison et la consommation de l'électricité à Maluku, c'est-à-dire la zone économique de Maluku. Et l'électricité n'est pas produite à Maluku. On cite 2 sites de production. Donc, c'est le transformateur de Maluku qui a été installé. Ça suppose qu'il y a des opérations de production, de transport jusqu'à Maluku, comment on appelle ça, de connexion et de consommation. Ça, on ne le fait pas pour Brazzaville. À Wenze, il n'y en a pas. Talangaï, non. Bakongo, Mungali, Potopoto, Wenze, Mfilou. Jusqu'à Pointe-Noire, il n'y en a pas. À Pointe-Noire, qui produit l'argent. Parce que si on parle, on ne va pas jusque-là, mais si vous regardez bien, dans les 16 milliards dont on parle, c'est l'argent du pétrole, du gaz, voilà, des richesses du Congo. Donc, Pointe-Noire, c'est 80% de la richesse du Congo. À Pointe-Noire, vous n'avez pas ça, mais on va avoir ça à Maluku de façon continue. Et donc, quand on entend Madame Mobiligi, on a l'impression que c'est donc Masterfield Ventures qui a financé. Monsieur Perrin, souvenez-vous, nous avons eu en même temps et de façon concomitante le ministre de l'économie qui nous dit les infrastructures ont été financées sur la dette chinoise de 1200 milliards. Ah, vous parlez de Rigobert Andeli. Oui, Roger merci. Rigobert Andeli. Oui. Donc, Andeli nous dit les infrastructures ont été financées sur la dette chinoise. La dette chinoise, en expliquant la dette du Congo sur la partie chinoise, plus de 1100 milliards de francs CFA, c'est ce qui a financé les infrastructures que vous voyez partout à Brazzaville. Je répète ces propos, pratiquement mot pour mot. Quelque temps, même pas une semaine, c'est Colinet Makosso qui dit « Je tiens à féliciter la direction des grands travaux qui a réalisé les travaux des infrastructures sur le fonds propre du Congo. » Il y a là, anguille sous roche, il y a là problème. Et là, pareil, quand vous suivez la direction des grands travaux, c'est ce directeur qui nous explique que ça nous a coûté 16 milliards 572 millions, je crois, et des poussières. Alors, je le dis en passant pour vos téléspectateurs, cerise sur le gâteau, on est dans le même groupe, hein, le même parti politique au pouvoir, le même groupe de mafieux au pouvoir, mais regardez quand même la réaction de Florent Tiba. Construit sur un terrain de 16 hectares, clôturé et sécurisé par l'entreprise SMEC, au coût de 16 milliards 572 millions 149 908 francs CFA. Au moment où ce monsieur le dit, le régisseur capte la réaction de Florent Tiba, manière de dire « Oh là là, mon pote, mais qu'est-ce que tu es voleur !» Si peu pour tout ça. Et c'est ça qui est terrible chez nous. C'est-à-dire que lorsque vous prenez les chiffres et la réalisation, mais vous vous dites, mais de quels matériaux ils sont allés chercher? Quelles compétences ils sont allés chercher? Oui, 11 milliards de francs CFA. 11 milliards de francs CFA. Un stade de Kintele non homologué aux normes internationales, aucune compétition possible. 11 ans, 10 ans après, voire 15 ans après, 6 milliards de francs CFA, la même monnaie. 6 stades, Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Je rappelle cela à vos téléspectateurs pour que les gens comprennent. 11 milliards de francs CFA, le stade de Kintele. 11 milliards. Mais plus de 10 ans après, alors que les matériaux coûtent plus cher, 8 milliards, les Ivoiriens vont réaliser 6 stades. Ça suppose qu'à l'époque où on construit Kintele,
Si vous n'avez pas des voleurs, des corrompus, des menteurs, des gangs, un gang à la tête du pays, avec 11 milliards, on aurait pu faire ne serait-ce que 5 stades de renommée internationale et avoir un bon championnat de football. Donc là, nous avons 16 milliards et demi, plus de 16 milliards et demi, pour un transformateur où le directeur du cabinet du président de la République, par qui passent les dossiers, Florent Tiba a vu ce dossier-là. Pourquoi faire ces gestes d'étonnement, de désapprobation là, alors que quand les travaux commencent, il a vu le dossier, sauf si il nous dit, dès lors que c'est piloté par Jean-Jacques Bouya, neveu du président, donc lui, il n'a plus ça, il n'a plus de regard là-dessus, puisque ça se passe pendant la réunion de famille à Oyo, ou à Odiba, ou à Olombo. Donc, vous voyez que c'est quand même questionnant. Et encore, on a parlé de l'électricité, M. Perrin, je n'ai pas fini. Tout à fait, oui, l'infrastructure électrique. L'infrastructure électrique, et ils ont réalisé, Meshfield Ventures a réalisé les travaux d'adduction d'eau. Alléluia. Où sont les châteaux d'eau? Où sont les châteaux d'eau? Certainement à Maloku. Donc, vous avez une zone, vous l'avez dit, à 60 km de Brazzaville, où ils ont de l'eau potable. Pour combien d'habitants? Pour combien de personnes? Et Brazzaville, la capitale, où les hôpitaux, où il y a les écoles. Je ne vous prends que 2 institutions. Je peux aller plus loin. 2 institutions essentielles pour la vie publique. Les hôpitaux, les écoles. Je ne vous parle même pas des habitants. Où les hôpitaux et les écoles n'ont pas d'eau potable. Mais il y a l'eau potable à Maluku, servie de façon continue, sans interruption. Mais en fait, le pouvoir se moque de qui? Oui, mais c'est là que moi je reviens finalement par rapport à votre analyse. Je me rappelle encore ici, sur ce même plateau, nous avons eu des échanges sur la vente des terres au Rwanda et on avait assisté à la même comédie où le Rwanda parlait un langage donné, le gouvernement congolais, lui, avait un autre son de cloche. Et d'ailleurs, c'est la députée Munari qui va se poser la question en pleine assemblée. Finalement, qui dit la vérité entre le Rwanda et le Congo? On retombe... On revient encore là-dessus. Oui, on revient là-dessus. Mais, Monsieur Perrin, il faut savoir une chose. Le Congrès pour la renaissance du Congo parle de la révolution populaire, la révolution du fleuve. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes arrivés 1000 fois à la même conclusion. Nous avons pris tous les secteurs de la vie publique, mais je dis bien tous les secteurs. On est arrivé à la conclusion que la solution reste la révolution du peuple pour que le peuple reprend l'enjeu, reprend le sujet. Pourquoi je vous le dis? Mais en fait, on revient encore au même sujet. Qui dit la vérité? Entre qui et qui? Ce n'est pas entre vous et moi. Entre vous et moi, on ne le fait jamais, je le sais, mais on peut se raconter des mensonges. Mais on s'en fiche. Mais là, c'est quand même entre le gouvernement de la République et les finances publiques et les entreprises étrangères. Mais c'est grave. Je vous ai déjà dit, nous avons à la tête du pays des psychopathes. Vous savez, quelqu'un qui ne ressent jamais de remords, quelqu'un qui ne ressent pas le moindre sentiment de culpabilité. Je passe sur votre chaîne, je ne suis pas parfait. Je peux raconter une idiotie, d'accord? Je peux raconter quelque chose qui est fausse parce que je n'ai pas bien réfléchi, je n'ai pas bien fouillé. Mais à un moment donné, ma conscience va me dire, ah tiens, Didier, là, tu es passé à côté. Tu n'as pas dit ce qui était juste. Et donc, du coup, je ressens du remords. Mais si après des années, après des publications, après des analyses, pas que de moi, pas que de R7, mais de beaucoup de chaînes sur Internet du Congo, même au Congo sur place, aujourd'hui, sans citer votre concurrent, Tieleka, je vois maintenant la montée en puissance des animateurs, congolais, oui. des médias congolais, où les gens se disent, mais ça ne va pas, où les gens questionnent vraiment cette médiocrité, cette pagaille. Et moi, je vois cette montée en puissance. Vous voyez? Donc, si malgré tout ça, le gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir, ne change pas le fusil d'épaule, là, on est dans la maladie. Pourquoi je le dis? Parce que dans la pathologie, il n'y a que la pathologie,
il faut l'intervention d'un médicament pour que la maladie recule et que le patient guérisse. Et donc, dans notre cas, on est dans un cas vraiment de pathologie gouvernementale, de maladie mentale gouvernementale, dont le médicament est la révolution du fleuve, la révolution populaire. Parce que c'en est trop. Quand on l'a dit pour Sénélec, où on dit, mais on ne comprend pas, pourquoi on va chercher les Sénégalais alors qu'eux-mêmes n'arrivent pas à régler leurs problèmes d'électricité? C'est aller demander à manger à quelqu'un qui n'a pas à bouffer dans la rue, à un SDF qui n'a pas à bouffer dans la rue. Il ne tire pas les leçons. Vous-même, vous avez soulevé cette contradiction une fois quand vous m'avez invité entre Andeli et Colline Makosso, membres du gouvernement, où un dit fonds propres, l'autre dit dette. C'est terrible quand on a dit ça. Allez demander au FMI. Montrez cette émission, monsieur Perrin, montrez cette émission au FMI, à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement. Il y a là problème. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a amené à conclure que même les institutions internationales, les institutions financières internationales, gouvernementales, traficotent contre le Congo. Parce que eux, ils écoutent Andeli, ils écoutent Collinet. Mais dès lors qu'ils entendent cette contradiction, ils doivent se dire, attention, il faut qu'on fasse attention avec ce que nous signons. Monsieur Perrin, je vous assure, demain, je suis président du Congo, vous êtes président du Congo, n'importe qui est président du Congo, vous prenez cette bande-là, vous amenez ça dans les tribunaux internationaux, la dette du Congo est effacée. Voilà, Didier Mwani-Volo, on va donc avancer. Alors, donc, s'il faut comprendre, ici, on est dans le même cas de figure, on l'a rappelé tout à l'heure. Nous avons déjà vécu cela avec cette vente de terres qui n'a jamais été, en fait, annulée. Ils ont juste changé de stratégie. Parce que là, ce qu'on est en train de comprendre, le Rwanda a acheté la zone Maluku, et ça avait été déjà dit pendant que nous parlions, évidemment, de cette affaire des terres. Maluku avait été vendu à 100 milliards, et alors que le Congo-Brazzaville a dépensé 500 milliards pour réaliser Maluku. Ils ont vendu à 100 milliards. Et là, on nous dit c'est le gouvernement qui est allé installer des infrastructures électriques, et on comprend bien que finalement c'est Massafield Venture qui a installé, qui a investi, qui certainement a financé, parce que si ce n'est pas le cas, alors pourquoi est-ce que Yvonne Mobiligui va revendiquer l'installation, les installations électriques et puis les infrastructures routières et les infrastructures d'adduction d'eau? C'est ce qu'elle dit, si vous l'avez bien suivi. Oui, bien sûr. Mais il y a un autre problème qui se pose, c'est le fait que cette zone ait été vendue au Rwanda. Or, nous savons qu'il y a un principe international, connu de tout le monde. Les zones frontalières ne se vendent jamais aux étrangers. Et c'est interdit. Et ça a été même, je crois, rapporté dans une des lois congolaises où les zones frontalières ne peuvent pas être vendues aux étrangers. Or là, Maluku, c'est à quelques mètres de la RDC. Mais il y a un autre élément aussi que c'est un petit détail certainement que tout le monde connaît. La plupart des travailleurs de Massafield Venture, généralement, ce sont des soldats rwandais, déguisés en civil aux travailleurs, partout en Afrique. Il y a des documentaires qui existent là-dessus, vous pouvez aller fouiller, vous verrez. Donc ça veut dire quoi? Quand Denis Sassou Nguesso, dans son dernier message, je ne sais pas si vous l'avez suivi, qui n'a duré que en moins de 10 minutes, bien curieusement, il a insisté sur deux aspects, et parmi les aspects qu'il a relevés d'ailleurs, un aspect apporté, et là il a mis un accent sur l'ouverture des frontières aux Africains d'ici début 2027, donc début année 2027. D'ailleurs, il instruit le gouvernement congolais de mettre les bouchées doubles, voilà, de travailler là-dessus, de s'y mettre pour que, à partir du 1er janvier 2027, que cela soit effectif. Oui, on peut faire le lien en fait. La zone Maluku vendue aux Rwandais. Les Rwandais sont en train de s'installer. Ce sont les Rwandais qui investissent là-bas. Et bon, voilà, à partir de 2027, les Rwandais vont se déferler donc au Congo-Brazzaville pour, dans un premier temps, s'installer à Maluku. Et certainement après, ils vont, voilà, se repartir dans tout le pays. Alors, en ce qui concerne l'aspect frontière, vous savez, pour parler de la souveraineté d'un État,
il faut déjà déterminer les limites de chaque État. Parce que ma souveraineté s'exerce à Maluku, mais ma souveraineté ne s'exerce pas de l'autre côté du fleuve. Ma souveraineté s'exerce à Kimongo, mais si je fais quelque part, je suis au Cabinda, ce n'est plus ma souveraineté. En fait, c'est même une question de droit. Donc, la question de la souveraineté nationale, ce n'est pas juste un jeu. Or, quand vous cédez une partie de votre terre comme une zone comme Maluku, vous perdez la souveraineté sur cette zone-là, sauf si le ministre Michel Nzombo, ministre de l'industrie, du développement des zones économiques spéciales, du tralala, comme on le dit, nous publie, et il faut qu'il rende public tous ces documents-là pour lever les inquiétudes des populations. Quel document? La liste des travailleurs rwandais qui seront là-bas? Ce qui concerne la zone de Maluku doit être rendu public. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette zone-là. Et d'ailleurs, ça m'aurait arrangé, pour aller vite, que vous puissiez inviter le ministre Michel Nzombo dans un débat qu'on peut avoir lui et moi, parce que lui et moi, on a deux choses en commun. Un, on est congolais. Deux, on est européen. Nous avons la double culture, la culture congolaise et la culture européenne. Monsieur le ministre dit que la zone a été concédée à Musfield Ventures. Alors, j'ai cru comprendre qu'il a vécu en France, qu'il a vécu en Angleterre. Au nom de la souveraineté française et anglaise, qu'il me donne des exemples où une zone comme Maluku, se trouvant à la frontière entre la France et l'Angleterre, entre l'Angleterre et la Belgique, ou comme vous voulez, qu'on peut céder aux étrangers, à un pays étranger belliqueux sur le plan militaire qui mène des actions militaires en RDC. Est-ce que on peut céder une partie de la Manche juste en face de la France, 30 km, hein, 30-32 km, alors que Maluku, ça fait moins de 5 km. Entre Maluku, Congo, Maluku, RDC, on n'a pas 3 km. Hein. Mais rien que, je vous donne l'exemple, et si monsieur le ministre veut en débattre, je suis disponible. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on peut céder à la Russie, ou en Angleterre, on peut céder à la Russie les bords de la Manche pour y mener des activités industrielles de type industrie automobile avec la fabrication des tracteurs. On a dit les montages des tracteurs, mais après on peut monter aussi des armes, qui sait. J'ai 1000 exemples à donner sur ce sujet-là. Il faut savoir que entre le tuyau d'échappement et le canon, c'est le même principe de fabrication. Et ce qui change, c'est le moteur de lancement. Eh bien, le moteur de lancement d'un canon, c'est le moteur de lancement d'un tracteur, de moteur de tracteur ou de voiture. Les différences sont à minimiser. Sous prétexte d'importer du matériel de construction, le Hamas et le Hezbollah transforment ces matériaux de construction en armes de roquettes qu'ils tirent sur Israël. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort. Je vous donne juste un exemple scientifique. Les usines Renault, Pegaso, les bus, les Congolais ont connu des bus Pegaso au Congo. Pegaso, lorsqu'il faut fabriquer les armes, c'est Pegaso qui les fabrique. Il n'y a pas de différence entre le canon d'un pistolet, le canon d'une mitrailleuse PMK, le canon d'un char et les tuyaux d'échappement. Ça reste le même principe. Il y a 2-3 modifications à faire pour les avoir. Et d'ailleurs, depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine, les industries européennes, on leur demande d'entrer dans l'industrie de guerre. Ça veut dire quoi le terme d'entrer dans l'économie de guerre? Ça suppose que les usines qui fabriquent nos chemises à nous vont céder un temps de travail pour fabriquer les tenues militaires. Les usines qui fabriquent les chaussures vont céder une partie de leur temps pour fabriquer les Rangers, les chaussures des militaires. Et donc, les industries automobiles vont céder une partie. C'est-à-dire que l'équipe de M. Perrin termine à 15h. De 15h à 17h, on change les machines et c'est l'équipe de M. Moueni qui reprend le relais pour fabriquer les canons, les mitraillettes. En fait, c'est ça. Donc, Maluku, il faut donc qu'on publie tout pour rassurer Kinshasa que Maluku ne constitue pas un piège, le cheval de Troie.
Parce que on sait que le Rwanda utilise la diplomatie militaire pour enquiquiner ses adversaires. Est-ce que Maluku est dans cet état-là? Une seule chose peut nous permettre d'assainir les relations avec la RDC, publier tous les documents sur Maluku. Et en plus, M. Perrin, j'ai envie de dire, c'est quand même curieux. Quand vous entendez tout ce monde-là parler, y compris Michel Nzombo, quand vous prenez comment il présente la zone de Maluku, combien d'emplois en réalité? La zone de Maluku, en réalité, si je prends ce qu'ils disent là, en emploi direct et indirect, on a 20 000 emplois au Congo, minimum. On peut arriver à 50 000 emplois. Mais pourquoi les Congolais ne trouvent pas du travail? Donc, qui travaille à Maluku? Quel est le principe des zones économiques spéciales, M. Perrin? Trouvez-moi le pays. Trouvez-moi le pays. Trouvez-moi Singapour, qui est un des premiers à initier les zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales, même en France, Amazon, retenez, les Congolais, regardez sur Internet, Amazon ne s'implante que dans des zones économiques spéciales, contre 3 000 emplois dans les villes environnantes. Amazon, la chaîne américaine, ne va pas ailleurs. Quand l'Amazon arrive dans un pays, Amazon s'installe dans une zone économique spéciale et promet de créer 3 000 emplois. Et c'est comme ça que dans certains quartiers difficiles, en France, on essaye un peu de régler les problèmes d'emploi. Donc, si on crée des emplois à Maluku, si on crée des entreprises, tout ce qu'ils ont décrit, pourquoi on donne à SMEC les travaux sur Maluku? SMEC, je ne sais même pas ce que c'est, j'ai entendu dans le document que vous avez cité. L'électricité, cette centrale électrique de Maluku, M. Perrin, pourquoi ce n'est pas E2C? Pourquoi ce n'est pas E2C? C'est la question qu'on se pose. Non, mais je vous parle. Il a engrangé 16 milliards. M. Perrin, appelez Michel Nzombo, je veux bien débattre avec lui. Je vous parle, si j'étais à la place de Michel Nzombo. Première question, pourquoi SMEC et non pas E2C? En fait, tout ce qui est travaux d'électricité au Congo, soit c'est E2C. Si E2C n'a pas de compétences nécessaires à certains niveaux, ce n'est pas grave. On appelle EDF, d'accord? On appelle une société chinoise d'électricité, mais associée à une société EKRC. Et vous savez qui le dit? C'est ce qui est dans nos lois. Et vous savez comment je l'ai appris? Qui m'a dit ça? Christelle Denis Sassou Nguesso a des vidéos sur YouTube où il dit que les sociétés qui viennent au Congo doivent systématiquement s'associer avec les sociétés congolaises. Alors, SMEC s'est associé avec qui? Mesfield Ventures s'est associé avec qui? Pour l'adduction d'eau, pourquoi ce n'est pas la SNDE? Pourquoi on ne donne pas ce marché à la SNDE? Et si la SNDE n'a pas les compétences nécessaires, pourquoi on n'appelle pas, comment on appelle ça, Veolia, Lyonnaise des eaux, ou une société, peu importe africaine, mais qui s'associe avec notre société d'adduction d'eau? Parce que c'est comme ça que, M. Perrin, vous captez de la compétence pour aller reproduire ça à Dolisie, pour reproduire ça à Kimongo, pour reproduire ça à Wesso ou à Infondo. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Le programme spatial chinois, ça vient d'où? Mais ça vient du programme spatial européen. Vérifiez sur Internet. Vérifiez sur Internet. Oui, avec bien sûr ce principe de transfert de compétences. Mais vous ne pouvez pas transférer la compétence quand vous donnez tout à 100% aux étrangers. Donc, ou peut-être que c'est aussi une manière de vouloir occulter, sinon de cacher toutes les informations. Ils ont peur que ça puisse fuiter, parce que si les Congolais travaillent avec eux, c'est sûr et certain qu'ils vont découvrir beaucoup d'autres choses. Et donc, pour éviter cela, on laisse... Qu'est-ce qui justifie cette peur? Ce n'est pas voler l'argent de l'État. Qu'est-ce qui justifie cette peur? Moi, je n'ai pas peur dès lors que je sais que je travaille pour la nation. Si ce n'est que je travaille pour la nation, que les gens soient au courant, qu'est-ce que ça change à ma vie? Mais c'est le même principe, hein, vous le retrouverez à la SNPC, où il y a beaucoup d'étrangers qu'on utilise là-bas, dans certains secteurs. À la raffinerie, c'est pareil, ainsi de suite. En fait, partout où il y a de l'argent à capter, vous verrez que soit ce sont les enfants voilà, des dignitaires ou des étrangers qu'on utilise. Oui, tout ça, c'est fait pour... Mais c'est pour bien voler l'argent. Et c'est pour cela que je dis que les Congolais,
n'ont plus rien à attendre de ce pouvoir, sauf une révolte, la révolte populaire pour chasser tout le monde. Donc, je viens de vous donner là des exemples parce que la zone économique spéciale n'a pas de raison d'être. Écoutez-moi bien, monsieur le journaliste, la zone économique spéciale n'a pas de raison d'être si elle ne contribue pas à la baisse du chômage. En fait, le principe de la zone économique spéciale, ce n'est pas d'implanter des usines. Dans quel livre économique ils ont lu ça? Monsieur Michel Nzombo, dites-nous qui a dit que la zone économique spéciale, c'est pour fabriquer des entreprises? C'est faux. La zone économique spéciale obéit à un simple principe économique, point. Réduire le taux du chômage, c'est-à-dire créer une zone où on va donner des avantages aux entreprises qui vont venir investir, c'est-à-dire les avantages fiscaux ou les avantages en termes de charges sociales, de charges fiscales, de sorte que ces entreprises-là qui viennent puissent embaucher les locaux et on baisse le chômage. Donc, tout ce qui se passe à Maluku, puisque c'est une zone économique spéciale, si on ne nous dit pas en quoi cela a baissé le taux du chômage en République du Congo, je ne parle pas seulement à Brazzaville, mais par exemple, on peut tenir des statistiques. Sur 20 000 emplois, 1 500 sont venus de Wesso, 3 000 sont venus de Brazzaville, 2 000 sont venus de Pointe-Noire, 4 000 sont venus d'Imfondo, ainsi de suite. Et donc, à la fin, cette zone économique spéciale n'a de raison d'être que parce que cela a permis de réduire le chômage au Congo qui est passé. Notamment, on peut parler du chômage des jeunes, mais aussi des seniors, c'est-à-dire les seniors qui viennent avec leur expérience pour transmettre aux jeunes. Et donc, ça a baissé le chômage des seniors de 10%, allez, je donne un chiffre de 10%, et le chômage des jeunes de 40%. Ah oui, là, on a une vraie donnée économique. Je vous dis, ce qu'on est en train de dire là, M. Perrin, allez demander aux hautes écoles de commerce aux États-Unis, en Angleterre, d'où vient Michel Nzombo. Mais de quoi on nous parle? On nous prend pour des imbéciles?